Bonjour à tous. Merci à Evelyne du coup et Nicolas qui ont déjà abordé un pan très important de l'export. Moi, je vais plutôt m'atteler à la partie communication et notamment réseaux sociaux. La question d'adapter et d'utiliser ces réseaux justement dans le moyen de promouvoir sa marque à l'international. Donc, vaste sujet dont j'ai la responsabilité pour 20 minutes seulement. Donc, juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, Tiffaine Dassé, je suis responsable de Viti Business. Peut-être que certains connaissent davantage la marque. Donc, je suis conseillère en développement commercial viticole au sein d'FDSEA Conseil. J'accompagne les vignerons à développer leur vente de vin et ou de champagne en leur proposant diverses solutions. Donc, au sein de Viti Business, nous avons les solutions individuelles qui vont concerner donc l'accompagnement personnalisé avec donc un suivi de leurs projets, de leurs objectifs tout au long de l'année. Et puis, nous avons également, peut-être que certains connaissent, le Club Viti Business, qui est donc un club de 34 vignerons cette année et qui vise donc à proposer des formations, des ateliers, mais surtout des moments d'échange pour développer ses ventes. Voilà. Donc, ça, c'est pour la présentation. Maintenant, je viens au cœur du sujet. Donc, la problématique de l'adaptation et de l'utilisation des réseaux à l'international vient déjà de la première question. Pourquoi adapter ces réseaux à l'international? Et donc, cette problématique, elle se pose parce que quand on est une PME, quand on est voire une TPE, on a un budget qui est alloué au développement de sa marque qui n'est peut-être pas suffisant pour faire une grande campagne de communication à l'international. Et là où l'outil des réseaux sociaux est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, de manière plutôt simple, pouvoir donc adresser des messages, aussi bien de fidélisation, de prospection ou simplement d'information à une population large et qu'elle soit à 5 mètres de chez nous ou à 10 kilomètres. Donc, l'intérêt vraiment des réseaux sociaux va être ici de nouer des liens privilégiés avec vos clients et notamment vos clients et vos prospects à l'international. On l'oublie parfois, mais en France, quand on est sur les réseaux sociaux, on va interagir avec certaines marques. Eh bien, c'est la même chose avec nos clients et nos prospects à l'international. C'est cette interaction qui va permettre de donner l'impression à l'audience de participer au développement de l'entreprise. Et donc, cette action a 3 objectifs. Le premier, ça vous permettra de vous faire connaître. Vous visez un marché étranger où vous êtes peu ou pas présent. Les réseaux sociaux vont vous permettre de développer votre notoriété sur le marché ciblé. Également, en second temps, d'interagir avec vos clients, avec vos prospects, les personnes avec qui vous avez déjà une touche, mais où la vente n'est pas encore conclue. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on va pouvoir faire une interaction facile sans se déplacer en temps réel. Et puis, bien sûr, le troisième objectif que je ne vous apprends pas, c'est bien sûr de vendre plus et de vendre mieux. Et là où les réseaux sociaux sont très intéressants, c'est que tout à l'heure, Nicolas disait, le dernier salon a été annulé, faute Covid. Il faut repenser sa manière de faire. Et justement, les réseaux sociaux, c'est un outil pour revoir sa manière de faire et pouvoir avoir une carte de visite, avoir un lien d'interaction avec nos différents prospects et clients et pouvoir maintenir et développer ses ventes. Donc ça, c'est juste un slide récapitulatif pour vous rappeler l'importance des réseaux sociaux dans le monde. 82%, donc c'est une étude Kantar de 2019 qui avait été réalisée sur 22 pays. Nous avions donc 82% des personnes interrogées qui utilisaient les réseaux sociaux, dont les 3/4 le faisaient au moins une fois par jour. Donc, c'est intéressant quand on voit le chiffre de la France qui est à 67%, qui se classe en fait parmi les 4 pays les moins utilisateurs des réseaux. Donc, quand on regarde l'envergure des réseaux en France et qu'on se dit qu'on est un des pays les moins utilisateurs,
on se rend compte du potentiel des réseaux sociaux que peut avoir sur notre communication à l'international. Donc, à titre d'exemple, les 3 pays dont l'usage est le plus important, c'est des pays d'Amérique latine, avec un taux d'utilisation de plus de 92% pour le Brésil. Une autre donnée qui sont intéressantes, c'est les outils utilisés. Quand on va penser le fait de revoir et d'adapter son utilisation des réseaux sociaux, c'est intéressant de regarder sur quels supports ils vont être utilisés, puisqu'effectivement, nous n'allons pas communiquer forcément les mêmes visuels et les mêmes contenus quand il s'agit d'une vision sur smartphone ou plutôt d'une vision sur ordinateur, sur tablette. Donc, je vous invite pour les personnes intéressées à télécharger l'étude Kantar 2019 qui est très bien faite et où vous avez des détails par pays notamment. Donc, mon intervention se déroulera en 3 étapes. Bien sûr, comme dans toute communication, qu'elle soit en France, qu'elle soit délivrée à l'export pour nos clients particuliers, professionnels, l'idée est toujours de délivrer le bon message au bon endroit et au bon moment. Donc, nous verrons en premier temps comment choisir ces réseaux sociaux en fonction des marchés cibles. Ensuite, j'aborderai l'utilisation d'une gestion multilingue des réseaux sociaux. On se demande souvent, voilà, est-ce qu'il faut que je communique en anglais? Est-ce qu'il faut que je communique différemment? Est-ce que je dis les mêmes choses à mon public français et à mon public à l'international? Et je conclurai donc par des conseils pour vous permettre de démarrer sereinement les réseaux à l'international. Donc, choisir ces réseaux en fonction des marchés cibles. Donc, il est évident que selon les pays et en fonction des marchés, les pratiques sont sensiblement différentes. On pourrait se dire que se positionner sur Facebook, qui est le numéro 1 des réseaux dans le monde, c'est s'assurer d'être présent partout. C'est pas le cas. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est que au-delà de la notoriété et de l'utilisation du réseau dans le pays ciblé, il faut s'intéresser à d'autres facteurs. Le premier facteur, c'est comme pour une communication en France, ça va être votre objectif. Pourquoi vous communiquez? Il faut vraiment vous poser cette question. Est-ce que la communication a pour but de générer de nouveaux prospects? Est-ce qu'elle a pour but de présenter un nouveau produit dans votre gamme? Est-ce que c'est pour plutôt fidéliser vos clients dans un marché où vous avez déjà acquis une part de marché intéressante et pérenne? Donc voilà, tous ces objectifs vont différer pour chacun. Il est important de se poser les bonnes questions, de se dire pourquoi je communique à mon public international. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple sur le marché français. Vous souhaitez, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais vous souhaitez prospecter des restaurateurs parce que vous souhaitez étendre votre réseau CHR en France. Vous allez peut-être vous dire, bah voilà, je vais privilégier LinkedIn, qui est un réseau professionnel où je vais pouvoir avoir des contacts directs avec les restaurateurs dont je vise dans la localité en France. Et pourtant, si par exemple votre objectif va être de, je sais pas moi, communiquer sur votre prochain événement pour vos clients particuliers, là vous n'allez pas utiliser LinkedIn, vous allez peut-être davantage utiliser Facebook. Si vous voulez communiquer une nouvelle recette pour votre audience et vos prospects, vous allez vous dire, bon, bah, je vais peut-être utiliser Instagram, qui a un côté plus récréatif, visuel. Donc, en fait, même en France, si vous avez un objectif, vous allez y associer un réseau. Ben, à l'international, c'est exactement pareil. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vient ensuite la définition de la cible. Effectivement, il y a des utilisations différentes en fonction des pays. On y reviendra juste après. Mais avant de se poser cette question-là, il faut se demander, voilà, quelle est ma cible, quelle est l'audience visée et qui je veux toucher par ma présence sur les réseaux sociaux. Je vais prendre un nouvel exemple. Sur Facebook, donc Facebook, c'est le numéro 1 des réseaux sociaux dans le monde. Donc, c'est le numéro 2 en France derrière YouTube. Mais si je suis une marque de cosmétiques et que je lance un nouveau produit et que je veux faire la promotion de mon nouveau produit et que mon nouveau produit, c'est par exemple une lotion anti-acné et donc mon public cible, c'est plutôt les ados de 12 à 17 ans, est-ce que je vais utiliser Facebook? Facebook, pour un lancement de produit, c'est idéal.
On a du texte, on a du contenu, on peut faire du partage, on peut également avoir une boutique en ligne. Mais quand on regarde les statistiques d'utilisation Facebook en France, le public, notamment à la tranche 18 ans et moins, est peu réceptive à ce réseau. Et donc, je vais aller chercher un réseau où ma cible est présente. Bien là, c'est pareil. Au-delà de vous dire, oui, je vise, je sais pas, je vise le Japon, je vise l'Italie, c'est vous dire, d'accord, en Italie, mais quel public je vise en Italie? Et donc, il va falloir intégrer des données démographiques un peu plus précises que la région visée. Donc, ça va être l'âge, ça va être les attentes, les comportements, les goûts, les habitudes. La définition de la cible va vous permettre derrière de choisir stratégiquement le réseau associé. Donc, vous avez défini vos objectifs, vous avez défini votre cible. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la notoriété et l'utilisation des réseaux diffèrent dans le monde. Donc là, c'est une petite carte de l'agence Billingway qui permet de voir l'étendue de la différence d'utilisation des réseaux en fonction des régions dans le monde. Donc, pour revenir sur une dimension mondiale, voici donc c'est toujours daté de l'étude Kantar de 2019, donc à relativiser puisque ça change beaucoup. Mais le top 3 des réseaux les plus utilisés dans le monde, on a Facebook, YouTube et Instagram. Vient ensuite Twitter, WeChat qui est très utilisé en Chine, peut-être que certains connaissent. Et puis voilà, Snapchat, Pinterest, Weibo, LinkedIn. Donc ça, c'est le classement monde. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller regarder par pays. Si je prends Facebook, réseau numéro 1 mondial, peut-être que si j'étudie une tranche d'âge particulièrement, il se retrouvera en 5e position. Je prends typiquement la Chine, Facebook est interdit. Donc si je vise le public chinois, communiquer sur Facebook ne va pas me permettre d'atteindre cette cible. C'est juste une autre infographie de l'agence Tease qui était aussi intéressante puisqu'elle comparait avec la France. Alors, vous voyez là, par exemple, WhatsApp est considéré comme un réseau social. Bon, ça peut être considéré comme un réseau social, comme une messagerie instantanée. C'est la même question avec YouTube. Est-ce que c'est un média? Est-ce que c'est un réseau? Mais je trouvais ça intéressant puisque là, on a le comparatif avec la France et on peut voir que les habitudes d'utilisation des réseaux est différent en France au monde. Je prends l'exemple de Snapchat qui fonctionne très bien en France. La portée est assez régionalisée puisqu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où Snapchat n'est pas connu. Donc là, rapidement, on est sur donc la pénétration de Facebook en fonction des localités. Toujours, c'est l'étude Kantar de 2019. Je vous invite à aller la voir plus en détail sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est qu'effectivement, la pénétration diffère en fonction des régions. En France, on est à 55%, alors que si on regarde, par exemple, l'Amérique latine, près de 80%. Donc, on voit que Facebook est très utilisé en France, encore plus dans certains pays. Et donc, ça peut être effectivement stratégique si vous utilisez déjà Facebook pour votre public français, d'aller entretenir ce réseau-là pour aller viser des marchés d'Amérique latine. Évidemment, en Chine, on est à 0%. On voit par exemple la Russie, on n'est qu'à 24%. Peut-être certains contacts connaissent. En Russie, on utilise VKontakte, qui en fait est une plateforme très similaire à Facebook, mais qui est russe. Même fonctionnalité, mais effectivement, du coup, concurrence oblige, les personnes utilisent beaucoup moins Facebook. Alors, comme je dois faire rapide, je passe peut-être YouTube et Instagram. On est sur d'autres tendances. Je vous les montre comme ça vous pouvez quand même regarder l'infographie. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à me les poser par la suite dans le chat ou à poser les questions dans le formulaire de satisfaction à la fin de la conférence. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Au-delà de l'utilisation, donc du taux d'utilisation, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qu'on en fait de ce réseau social. On peut l'utiliser effectivement pour
voilà, pour développer et entretenir le lien avec ses marques en tant que public, mais également pour échanger avec ses proches, pour lire et puis rédiger des blogs. On utilise beaucoup aussi la messagerie instantanée. On est toujours sur l'étude Kantar qui est très intéressante parce qu'en fonction des pays, elle regarde l'utilisation des réseaux sociaux et ce qui en est fait. Et on peut se rendre compte, par exemple, que notamment dans les pays d'Asie, Chine, Vietnam, Japon, on a une utilisation très professionnelle des réseaux et d'autant plus une utilisation très achat des réseaux. Par exemple, si je prends WeChat qui est très utilisé et Qzone qui est très utilisé en Chine, nous, c'est vrai qu'on a un réflexe, c'est que quand on veut une info produit, on va sur Google et puis on tape le produit et puis on trouve le site adjacent de la marque ou un site revendeur, on a les informations. De manière générale, le public chinois, lui, va entrer le nom du produit sur WeChat. C'est vrai que nous, on ne se voit pas trop rentrer le nom du produit forcément sur Facebook pour avoir les informations produits. On va plutôt aller sur Google. Donc là aussi, c'est très intéressant à analyser si vous avez des marchés bien ciblés. Hop, je vais passer. Donc, juste pour conclure sur ça, l'idée, c'est vraiment de toucher la bonne cible. Pour cela, il faut que vous ayez défini vos objectifs de communication. Et ensuite, le but, c'est de viser le meilleur retour d'investissement, donc de regarder sur quel canal, sur quel réseau social vous aurez le plus de retours et un meilleur retour investissement, temps et coût. Donc, la deuxième partie, je suis désolée, je suis obligée de faire vite. La deuxième partie, donc la partie qui concerne la gestion multilingue des réseaux sociaux. Beaucoup se posent la question, comment je fais pour communiquer à l'international si, par exemple, j'utilise Facebook, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois traduire mes posts en anglais, mettre mes publications en 2 langues, faire une nouvelle page? Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Simplement, je voulais vous donner certains conseils. Le premier, c'est d'adapter votre contenu et vos traductions. Au-delà du fait que, bien sûr, il faut que la personne comprenne le message que vous souhaitez donner, c'est-à-dire que si la personne ne parle pas français, il faut qu'elle ait un moyen d'avoir dans le langage qu'elle comprend la signification de votre message. Il est important aussi d'adapter. En général, les traductions, quand les traductions sont très littérales, le message ne passe pas pareil. Il y a des choses, des façons, des expressions qu'on a en France et qui ne sont pas forcément perçues de la même manière dans un autre pays. De même, sur le contenu, je prends un exemple tout simple. Vous prenez le public anglo-saxon. Ils aiment bien avoir des informations très directes, c'est-à-dire qu'en 3 mots, on résume tout. Ils n'aiment pas du tout les grands pavés. Voilà, on est plutôt sur des mots-clés. Et si vous prenez le public, par exemple, japonais, le public japonais attache vraiment de l'importance aux détails, aime les informations techniques. Et donc, si vous allez faire une présentation produit, par exemple, eh bien, il va falloir faire un texte beaucoup plus court s'il est destiné au public anglo-saxon et plutôt dans le détail avec des précisions, un texte un peu plus long pour le public japonais. Donc ça, c'est des différences culturelles que vous pouvez trouver, alors soit en faisant une analyse approfondie, soit en allant chercher aussi les tendances de marché, les tendances de comportement sur Internet. Et puis 2 conseils aussi, limiter les outils de traduction automatique qui parfois vous font des traductions malheureuses, même si on est d'accord, Google et puis tous les autres outils de traduction font quand même des choses très bien. Il y a toujours la petite faille, la petite coquille, et puis parfois une traduction malheureuse va faire que la personne en face se dit bon la marque ne fait pas l'effort de m'atteindre, il met juste une traduction automatique, le texte ne m'est pas destiné, donc je ne me sens pas concernée par la publication. Et donc, si vous êtes amené à traduire vos textes et que vous n'êtes pas bilingue dans la langue concernée, eh bien, il ne faut pas hésiter à investir dans une traduction de qualité par des professionnels, au moins pour la relecture et puis pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de coquilles dans vos traductions.
Donc là, je vous mets quelques solutions que vous pouvez faire pour justement, sur un même réseau social, atteindre plusieurs marchés qui n'ont pas la même langue cible. Donc, c'est des propositions, il en existe d'autres. C'est pour aussi voilà, vous donner un petit peu le panel de ce qui peut être fait. Elles ne sont pas classées de la plus pertinente à la moins pertinente ou inversement. On est vraiment plutôt sur un catalogue pour vous montrer aussi les avantages et les inconvénients de chacune. Donc, le premier qui est couramment fait, c'est d'écrire en plusieurs langues dans un même post. C'est-à-dire que sur une même publication, vous allez avoir la version originale, donc la langue du public, on va dire, le majoritaire, et puis en général, par un slash ou par des espaces, on va différencier la version traduite, mais le texte reste sensiblement le même, et parfois il peut y avoir une adaptation en fonction du public. On est sur une même publication. L'avantage que vous avez à faire ça, c'est que vous avez qu'à gérer qu'une page ou qu'un compte, puisque pour tout votre public, vous êtes sur le même compte ou la même page, et que donc aussi vos interactions avec vos fans sont rassemblées sur une seule et même page. Ce qui vous permet, si vous avez un public important en France, mais il émerge seulement, par exemple, je sais pas, en Italie, eh bien que la somme des likes, des commentaires et des partages se cumule et vous permettent un meilleur référencement sur le réseau. Un inconvénient, par contre, c'est qu'en général, les publications sont très longues et parfois même, on ne voit pas la traduction. Il faut faire plus et certaines personnes n'y pensent pas ou ne savent pas. Et donc, du coup, certains passent à côté de la traduction. Donc voilà, ça c'est une solution, ça peut être utile, il y a beaucoup de marques qui l'utilisent, ça fonctionne bien et en général ça fonctionne bien quand le contenu est surtout visuel et que la légende elle est plutôt informative que directive. Si vraiment le texte est l'essence de votre publication, il faut privilégier une autre méthode. Seconde solution, c'est sur une même page ou un même compte, créer plusieurs publications et que chaque publication ait sa langue. Donc, c'est un exemple là que vous avez ci-dessous, c'est-à-dire que la personne, donc en l'occurrence le Premier ministre canadien, donc les Canadiens sont très confrontés par le multilangue puisqu'il y a au sein du pays déjà plusieurs langues. Et donc, cette option permet d'avoir une même publication qui est disponible en plusieurs langues sur le même compte. L'avantage, c'est que comme tout à l'heure, les fans sont toujours réunis sur la même page et que les publications sont moins longues que la précédente. Par contre, l'inconvénient, c'est que votre audience, elle aura accès aux publications à la fois rédigées dans la langue leur langue et la langue que vous ajoutez pour un autre public visé. Donc, si vous ciblez beaucoup de marchés, ça va vous faire beaucoup de publications. Et là aussi, ça peut être problématique parce que ça génère beaucoup de flux et donc un risque notamment de désabonnement. Solution 3 que je vous propose et qui est beaucoup utilisée en Champagne, c'est de choisir une langue. Et très souvent, cette langue qui est choisie, c'est l'anglais. Pourquoi? Parce que voilà, on pense à l'anglais qui est la langue universelle et donc que les personnes ont plus de chances de connaître. Ça a ses avantages. L'avantage premier, c'est que du coup, vous avez qu'une seule publication à faire, qu'une seule traduction, que c'est un seul travail pour tous vos marchés cibles. Les inconvénients, j'en vois surtout deux. Le premier, c'est que vous pouvez pas adapter vraiment le texte à votre cible, puisqu'en fait, il y en a qu'un. Eh bien, si vous aviez dedans un public japonais qui voulait des détails et un public anglo-saxon qui voulait quelque chose de très bref, et bien là, vous pouvez pas faire la distinction. Et le deuxième problème que je vois, et que certainement vous voyez aussi, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite sur Facebook, 50% de la communauté parle une autre langue que l'anglais. Donc, ça veut dire que vous risquez également de perdre une audience potentielle qui n'apprécie pas l'anglais, pas forcément qui ne le parle pas, mais qui va se sentir moins engagée parce que ce n'est pas sa langue maternelle, ce n'est pas sa première langue, et du coup, elle ne va pas se sentir ciblée par vos publications. Désolée, je fais vite. Solution 4, c'est de créer un compte ou une page par langue. Donc ça, c'est une solution qui est également faite. C'est une solution de communication multilingue qui consiste donc par marché cible à créer une page ou un compte.
Ça a ses avantages. Ça vous permet d'adapter le contenu, mais également donc, le texte, le visuel, les promotions, les événements en fonction du marché. Mais l'inconvénient, vous vous en doutez, c'est réellement le fait que ça prend beaucoup plus de temps et que vos fans risquent de s'éparpiller également sur vos différents comptes et vos différentes pages. C'est un exemple là que vous avez donc du pape. Le pape a 9 comptes Twitter. Donc voilà, c'est une stratégie et l'idée, c'est de pouvoir faire correspondre au mieux ce que l'on publie au marché cible. C'est beaucoup de boulot, surtout si vous avez beaucoup de marché cible. La dernière solution qui est vraiment top, mais qui n'est pas disponible sur tous les réseaux, elle est disponible notamment sur Facebook. C'est pour ça que je vous en parle. C'est la solution, c'est l'option multilingue. Il me semble que ça s'appelle comme ça change régulièrement de nom. En fait, ça vous permet, sur une même publication, de pouvoir mettre plusieurs langues et en fonction de la langue choisie par l'utilisateur sur le réseau social, elle ne va s'afficher que dans cette langue-là. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'essaie de me reformuler. Cela signifie que vous rédigez votre publication en plusieurs langues et que lorsque la personne se connecte, elle ne voit que la publication dans la langue de son réseau social. Donc moi, mon Facebook est paramétré en France. Toutes mes fonctionnalités, mes paramètres sont en français. Et donc, si une marque utilise cette option multilingue, moi, je verrai automatiquement la traduction française et donc je ne verrai pas les autres traductions. Donc, ça fait des posts courts, ça fait des posts ciblés. Et l'avantage qu'il y a là-dedans, c'est également que vous avez la possibilité d'utiliser le traducteur Facebook qui va vous traduire automatiquement votre premier texte, mais aussi vous d'ajouter vos propres traductions. C'est-à-dire que si vous le faites en anglais et en français, vous les écrivez en français, il vous propose une traduction malheureuse en anglais, vous pouvez vous modifier avant de publier. Donc, ça vous permet vraiment d'adapter à chaque marché cible. Donc, ce n'est pas disponible sur tous les réseaux, mais c'est notamment disponible sur Facebook et c'est gratuit. Pour conclure, donc, 5 petits conseils pour démarrer les réseaux à l'international. Donc, la première chose, évidemment, se mettre à la place de vos abonnés et de votre cible. Je prends un exemple simple qui est l'achat en ligne. Vous voulez, par les réseaux, développer vos ventes et vous voulez peut-être faire des liens, des call to action avec votre site, votre boutique en ligne ou présenter vos produits dans le but vraiment de vendre. Une personne qui va lire votre publication et qui ne va pas la comprendre parce que typiquement, elle n'est pas dans sa langue, elle ne va pas acheter. L'acte d'achat demande vraiment un point de confiance entre le commerçant et la personne qui achète. Et donc, si elle ne comprend pas ou si elle a l'impression de ne pas avoir cerné toutes les informations, elle ne va jamais acheter. Donc, mettez-vous toujours à la place de vos abonnés pour faire correspondre vos posts à votre objectif et à votre cible. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de penser vraiment usage. Vous demandez quelles sont les coutumes et les temporalités de votre audience, l'heure de publication, est-ce que ça va être lu dans les transports en commun, sur mobile, etc. Quelque chose qui est toujours à avoir dans un coin de la tête, c'est typiquement le décalage horaire. Bien s'informer du fuseau horaire du marché cible pour pouvoir publier au bon moment. Si vous publiez à 3 heures du matin, ça aura forcément moins d'incidence que pendant une période de pointe. Un troisième conseil, bien sûr, analysez vos statistiques. Au départ, vous aurez forcément peu de flux, mais c'est en analysant les statistiques sur les réseaux sociaux que vous pourrez améliorer et voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Le quatrième conseil, c'est de proposer une expérience utilisateur internationale. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de se dire qu'en fait, vos visiteurs, qu'ils soient français, anglais, enfin, peu importe, ils ont globalement les mêmes choses au même moment sur des fuseaux horaires différents. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est s'informer, c'est se divertir, c'est peut-être acheter. Et donc, il faut penser international pour aussi gagner en temps, parce que si vous faites une stratégie pour tel marché, une autre pour un autre marché, vous allez être moins efficace et vous allez engranger une quantité de travail beaucoup plus importante.
Donc, allez à l'essentiel et dites-vous qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'attend une personne qui achète du champagne, par exemple. Et puis, un dernier conseil, c'est de vraiment favoriser le contenu visuel. C'est vraiment un avantage, notamment des réseaux d'aujourd'hui. On pense par exemple, à TikTok, qui est de la vidéo. On pense à Instagram, qui est en grande partie de la photo, de l'instantané. Les visuels parlent d'eux-mêmes, les photos, les vidéos parlent d'eux-mêmes. Même un emoji, un émoticône va parler de lui-même et va se comprendre pareil, qu'importe notre langue. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si je maximise cette partie de visuel, je vais avoir un effort un peu moindre à faire dans le texte et dans ce problème multilingue qui peut être posé dans le cadre d'une communication internationale. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop longue dans le timing. Vous avez mes coordonnées juste là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez aussi en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement, je reste disponible. Merci beaucoup, Tiffaine. Bravo pour cette intervention. Retrouvez donc Tiffaine, bien sûr, vous avez tous ses contacts. Et puis, voilà, qui nous a rejoint, vous voulez intervenir et apporter aussi un maximum d'informations pour l'export. Je crois que tu as le micro, tu as la clé à partager avec nous pour retour d'expérience. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous sommes en ligne. Voilà. Bon. Parce qu'en fait, bonsoir. Jacques Dabert, mon métier, c'est l'accompagnement des vignerons, en particulier dans toutes les problématiques de tarifs, c'est-à-dire trouver une agilité tarifaire permettant d'aborder les différents marchés de la façon la plus efficiente. Efficiente, ça veut dire efficace à moindre coût. Et là, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en direct depuis l'Aube, où je travaille sur les tarifs avec un de mes clients. Je voulais juste apporter un petit point, une ouverture sur justement l'approche des marchés export en matière de tarification. C'est un point sur lequel on pourra revenir plus tard, mais il me semble important de souligner que pour un marché export, comme d'ailleurs sur le marché français, lorsque l'on travaille avec un revendeur, le véritable décisionnaire, ça n'est pas le revendeur que vous avez en face de vous, c'est la personne qui, en bout de chaîne, va accepter de donner ses dollars, ses yens ou ses euros en échange de votre bouteille. Pour cette raison, j'invite toujours mes clients à construire leurs tarifs, non pas seulement en partant de leur coût de production et de leur prix départ tel qu'ils peuvent le pratiquer à la propriété, mais en allant voir ce qui se passe ou ce qui se passerait en bout de chaîne. Autrement dit, si j'expédie par exemple en Floride ma cuvée réserve à 12,50 € départ de Celles-sur-Ours par exemple, puisque c'est là que je suis en ce moment, à quel prix va-t-elle arriver à un consommateur dans une boutique en Floride, par exemple dans la chaîne ABC ou au Texas ou à Chicago chez Binny's? Parce que ça, c'est le point fondamental. Le vrai patron, c'est celui qui va accepter de se séparer de son bel argent. Et dans ce cadre-là, ce que j'invite toujours à faire, c'est construire la chaîne de prix et la voir à l'envers. C'est ce que j'ai appelé la stratégie du saumon, parce que le saumon est ce poisson réputé pour remonter le courant. Donc, on essaye de partir du prix consommateur, donc à quel prix va être ma cuvée dans ce magasin à New York ou à Los Angeles, ou à Limoges, ou à Milan. Pour être à ce prix acceptable, c'est-à-dire cohérent avec ma marque par rapport à sa concurrence, quel va être le besoin de marge du caviste, par exemple, quel va être le besoin de marge de l'agent ou de l'importateur, quels vont être les droits, les taxes, les frais de logistique,
Et donc, à la fin du film, qu'est-ce qui va me rester à moi? Et ce qui me reste, ou ce qui me resterait, puisqu'on est dans le cadre d'une analyse avant de sauter dans l'eau, ce qui me resterait, est-il cohérent, est-il satisfaisant par rapport à mon besoin de rentabilité? Oui, non, pas tout à fait. Et c'est donc à partir de là que l'on peut reprendre chaque étape de la chaîne en voyant s'il est possible de faire des économies ici ou là. Par exemple, travailler directement avec le caviste milanais plutôt que de passer par un agent ou un importateur. Ou aux États-Unis, il y a aussi d'autres façons de tricher gentiment avec la règle des 3/3. Donc tous ces points sont extrêmement importants parce que si on se contente en anglais on dit shoot and forget, c'est-à-dire je tire et j'oublie. Donc j'envoie mes bouteilles à 12,50, je croise les doigts, elles vont peut-être arriver dans cette boutique en Floride à 20$ au-dessus de Clicquot. Et quel que soit le charme de votre cuvée réserve, et quelle que soit la notoriété de votre marque dans votre rue, ça va quand même être très difficile à revendre. Donc, il est indispensable de travailler la chaîne de prix dans les deux sens et donc d'adopter la théorie du saumon, la stratégie du saumon. Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et on prévoit d'ailleurs votre intervention, Jacques, voilà, prochainement avec les conférences de la cuverie.